Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Donc, tel que nous le connaissons aujourd'hui, le tourisme émerge au cœur du XIXe siècle. Il est passé d'une pratique culturelle réservée à une élite à un phénomène ouvert à tous, avec la révolution des transports notamment, le développement de l'automobile, mais aussi la création des congés payés en 1936, ce qui a amené l'avènement du temps libre et donc le développement des vacances. Ça a généré les prémices du tourisme de masse, qui soulève de nombreuses problématiques aujourd'hui. Le tourisme international se développe et se démocratise dans les années 80 avec le progrès des avions, des transports, mais aussi les prix des billets qui deviennent abordables pour tous. On parle à cette époque d'euphorie touristique. Aujourd'hui, c'est devenu une réelle fonction sociale et suivant le courant de la consommation de masse, le tourisme est lui aussi devenu de masse, avec des milliards de voyageurs partout dans le monde. Aujourd'hui, il présente de nombreux enjeux que nous ne pouvons plus ignorer, des enjeux sociaux, économiques, spatiaux, environnementaux, avec par exemple la dégradation qu'il crée sur l'environnement, la faune, la flore, les populations, mais aussi des questions liées à l'aménagement des espaces et aux hébergements de ces touristes. Il est arrivé ensuite le Covid, en tout cas les crises sanitaires et environnementale qui a soulevé de nombreuses prises de conscience. Aujourd'hui, cela nous invite à réinventer une nouvelle mentalité autour de ce thème, le tourisme. De nombreux sites naturels ont pris par exemple la décision de fermer leurs portes aux touristes ou de limiter les entrées pour que l'écosystème puisse se régénérer à la suite de ces crises sanitaires et environnementales. Donc cela nous soulève des questions. Doit-on revoir l'intégralité du tourisme et de son modèle? Quels sont ces enjeux et quelles sont les solutions que l'on peut apporter? Quel est l'avenir pour le tourisme? Nous allons commencer cette table ronde. Merci Elisa pour cette introduction autour du tourisme et de nous rappeler la notion du tourisme telle qu'elle est aujourd'hui et comment on la faire évoluer. Justement, à la suite des crises sanitaires et environnementales qui nous ont touchés et qui nous touchent toujours. On peut se poser la question aussi de comment est-ce que le secteur touristique a évolué. Donc notamment la période post-Covid a été signe de nombreux changements, notamment avec la prise de conscience et l'émergence autour du télétravail et de la prise de conscience de la notion de travail, de la notion de temps libre. On y reviendra un peu plus tard dans la table ronde. On a aussi le rapport du GIEC qui est clair et qui nous montre que la moitié de l'humanité vit dans une zone de danger et nous pousse du coup à adopter des changements radicaux prochainement dans nos pratiques touristiques notamment et de nous adapter à ces conditions-là. Donc on va commencer avec notre premier intervenant, Rodolphe Christin. Du coup, pour rappel, vous êtes sociologue et écrivain du manuel de l'antitourisme. Lors de vos différentes recherches, qu'avez-vous constaté comme évolution du secteur touristique suite à ces crises? Merci. Alors, au risque de prendre un peu à rebrousse-poil, moi je n'ai pas l'impression que la période post-Covid ait changé quoi que ce soit. Il y a eu beaucoup de tribunes dans la presse qui ont été émergées pendant le confinement. Cette crise pandémique devant être une espèce de prise de conscience intercivilisationnelle sur les dangers de l'activité humaine sur la planète. Donc beaucoup d'intellectuels ont apparu dans la presse, ont signé des tribunes en disant que le monde d'après, ce fameux monde d'après,
ne devait absolument pas ressembler au monde d'avant, critiquant notamment la société de consommation, qui est destructrice des écosystèmes, comme on le sait tous ici. Je dirais que le tourisme, c'est qu'un aspect de cette logique productiviste qui s'empare de tous les espaces et de toutes les cultures. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le tourisme est reparti comme avant. Les chiffres nous disent que les niveaux de fréquentation, les niveaux de départ ont quasiment rejoint ce qu'ils étaient en 2019. En dépit d'un prix de l'hôtellerie et de la restauration qui a augmenté, les prix ont augmenté. Donc tout est reparti quasiment comme avant. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun changement. Alors il y a des discours, au niveau des discours, au niveau des consciences, il y a des gens qui vous disent qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et au niveau des pratiques, il me semble que rien n'a beaucoup changé. Alors j'insiste moi pour dire que le tourisme en fait n'est qu'un aspect sectoriel d'un problème beaucoup plus vaste, qui est la finalité de nos existences individuelles, mais aussi la finalité de nos existences politiques. Moi je considère qu'il y a eu un phénomène très marquant pendant la période du Covid, c'est que les gens, notamment ceux qui habitaient en ville, lorsque le confinement a été décrété, la plupart, ceux qui le pouvaient, j'insiste, ont quitté les villes. Ont quitté les villes pour se mettre ouverts à la campagne. Je pense que ça a été complètement ignoré, en tout cas ça l'est toujours, et c'est un indicateur d'un mal-vivre qui contribue à alimenter cette espèce de désir de départ en vacances systématique, parce qu'il ne faut pas oublier de dire que le temps libre, les congés payés, c'était être en vacances, c'était pas forcément partir en vacances. Donc ça a été complètement écrasé par le fait d'une espèce de norme de comportement qui s'est diffusée et qui nous explique qu'aujourd'hui, pour être bien en vacances, il faut être ailleurs, il faut être hors de chez soi. Et la crise du Covid a montré que finalement, la plupart des gens, à l'idée de rester cantonnés chez eux, c'est une perspective qui leur est insupportable et ils sont partis. Je pense que ça devrait nous faire réfléchir sur non pas notre manière de visiter l'ailleurs, mais aussi sur mais surtout et avant tout sur notre manière de vivre ici, sur que sont devenues nos conditions de vie dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos campagnes. Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose à transformer ici même? Et d'une certaine manière, c'est accomplir la logique du voyage. La Terre étant ronde, et aujourd'hui on le sait bien, c'est-à-dire que chaque départ nous ramène finalement ici. Et je pense que ce voyage pandémique aurait dû nous alerter sur nos conditions de vie quotidiennes. Monsieur François Huet, justement, merci. Vous êtes producteur du podcast Expérientiel et vous mettez en avant des acteurs et des initiatives autour du tourisme durable. Est-ce que vous avez constaté des évolutions du secteur touristique à la suite de ces différentes crises dans votre cas? Alors, je vais revenir un peu dans le passé. Moi, j'ai une carrière d'hôtelier à l'étranger pendant 25 ans, où j'ai vécu dans plusieurs pays. Et il y a 20 ans, j'ai observé justement l'impact du tourisme sur l'environnement et sur les cultures. Et de ce fait, je suis parti 1 an et demi à travers le monde avec mon épouse. Et donc il y a 20 ans, je me suis rendu compte que quels que soient les pays que j'avais visités, soi-disant civilisés ou du tiers-monde, déjà il y a 20 ans, les champs de plastique commençaient à apparaître. Et donc j'ai décidé de devenir un directeur d'hôtel engagé. Donc j'ai choisi un poste aux Maldives de direction de 2 hôtels, tout simplement parce qu'il y avait un scientifique dans les effectifs et que cet hôtel était déjà engagé à l'époque sur la régénération du corail par rapport au phénomène El Niño de l'époque et le blanchiment du corail. Ensemble, on a ouvert les premiers laboratoires marins dans un 5 étoiles, avec comme objectif de partager la connaissance et de la rendre accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire nos salariés, nos clients, mais aussi l'ensemble des parties prenantes, les écoles, les institutionnels, etc. Et je dis toujours que de ces 25 ans de carrière, ma plus belle récompense, c'est le jour où j'ai appris que mes salariés, parce qu'on a fait la même chose en Indonésie, retournaient dans leur village ou dans leur communauté et mettaient en place des programmes de préservation de leur environnement. Et là, je me suis dit, en tant que directeur d'hôtel, j'avais fait mon boulot. Et que mon boulot n'était pas de remplir les champs, ou de faire des budgets, ou de proposer des services, mais vraiment d'avoir un impact positif sur la culture, l'environnement de la destination dans laquelle j'étais et je vivais.
Je suis rentré en France il y a 10 ans et j'étais reçu les bras fermés, on peut dire, dans le sens où je venais, moi, avec cet état d'esprit. Et en France, il n'était pas question de ça. Le tourisme durable, le tourisme, moi, ce que j'appelle positif, c'est-à-dire un tourisme porteur de sens, inclusif, non culpabilisant. Et donc, j'étais vraiment embêté, je n'arrivais pas à trouver ma place en France. La crise sanitaire est arrivée, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais faire? Et donc, je me suis inspiré de ce que j'avais fait avec les laboratoires marins en créant ce podcast expérientiel. Mais avec un constat ou une appréhension ou une lecture personnelle qui était la suivante. En France, on ne se bouge pas. On continue à faire comme avant. On ne veut surtout pas changer. On aime bien râler, mais on ne veut surtout pas changer. Et là, donc, j'avais un constat plutôt négatif. Aujourd'hui, ce podcast, c'est 140 épisodes, à raison de 4 par mois. Et là, j'ai rencontré des professionnels qui avaient envie, mais qui ne savaient pas forcément, mais qui avaient envie et qui faisaient. Ils avaient une vision d'un tourisme beaucoup plus respectueux de l'environnement et de l'humain, et qui voulaient s'engager. Et chacun le fait à sa manière. Ce que j'ai appris, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme durable, plus ou moins, c'est comme un style de peinture. Chacun l'exprime à sa manière, par rapport à sa sensibilité, à sa culture, à son éducation, et ce qu'il a envie de transmettre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là, ces acteurs, ils sont éparpillés. Donc on ne les voit pas forcément. Et c'est dommage, parce que ceux qui n'ont pas changé, eux, on les voit, parce qu'en général, c'est des gros porteurs. Et donc ça, je suis content que ce podcast puisse mettre ça en lumière, ces acteurs. Et dernièrement, on a décidé d'aller beaucoup plus en profondeur dans notre podcast, simplement parce qu'aujourd'hui, le tourisme durable, on a l'impression que c'est une activité de surf. C'est-à-dire que tout le monde dit, tiens, le tourisme durable, c'est à la mode, eh bien, on va s'engager, etc., on va enlever les bouteilles en plastique, et taratata, on va faire des économies d'énergie, et taratata. Mais le tourisme durable, c'est bien plus que ça. D'ailleurs, on devrait arrêter de parler de tourisme durable. Parce qu'avant tout, les enjeux aujourd'hui, c'est quoi? C'est la santé en général. L'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange, et la planète sur laquelle on vit, et qui nous accueille et qui nous guérit. Parce que quand même, pas mal des médicaments viennent de la nature. Et comme dit Rodolphe, pendant la crise sanitaire, c'était marrant, ce qui nous manquait deux choses, la relation à l'autre, parce qu'on est devenu dans une société d'individualisme, et la nature. Moi, j'ai la chance de vivre à la campagne, et je fais des bains de nature au quotidien. Mais aujourd'hui, quand on vit dans les villes, eh bien, c'est beaucoup de béton, etc., etc. Et je me souviens, Adrien Barraud, qui avait fait une citation, il dit « On devrait toujours se poser la question, quand on veut construire un parking, quel est le taux de biodiversité que nous allons détruire, tuer, et quel impact ça va avoir sur nous ?» Donc aujourd'hui, il y a des choses qui bougent. Évidemment, c'est pas facile. On a besoin de bouger beaucoup plus. Ça demande des remises en question et des questionnements en profondeur. Ça veut dire que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, mais vraiment de faire ça. Et on ne peut pas le faire tout seul. On doit le faire tous ensemble. Il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. On essaye tous, mais faisons-le ensemble, en discutant, en travaillant ensemble, en partageant comme on a fait là, etc. Et je trouve que là, on a une chance d'y arriver. Justement, l'année 2022 a été un record, un été exceptionnel apparemment en France. 7 Français sur 10 ont fait le choix de partir en vacances en France, selon l'INSEE. Justement, Madame Tomic, pour vous, quel constat avez-vous fait au niveau de Lyon et de sa fréquentation? Alors, à Lyon, alors juste pour préciser un petit peu peut-être la typologie entre guillemets des touristes qu'on reçoit à Lyon, il y a deux choses qui me semblent importantes. C'est tout d'abord qu'il y a pas tout à fait les 3/4, 60%, je crois à peu près, mais Virginie me corrigera si besoin, de touristes qui viennent pour du tourisme d'affaires. Et Lyon, historiquement, c'est vraiment construite là-dessus, c'est-à-dire voilà, l'accueil de congrès internationaux, etc. Et depuis environ 2010, a travaillé pour devenir une destination pour du tourisme d'agrément, donc notamment les week-ends, city break, etc.
Et donc on reste quand même encore marqué quand même par une prédominance du tourisme d'affaires, donc qui s'est bien sûr complètement arrêté pendant la crise Covid évidemment, et par contre qui a vraiment maintenant complètement repris effectivement. On est vraiment, en plus il y a eu des gros congrès, etc. Il y en a d'autres à venir. Donc là-dessus, effectivement, on a vraiment retrouvé le niveau d'avant Covid. Et par ailleurs, sur la provenance des touristes, à Lyon, il y a 75% des visiteurs qui sont français. On n'est quand même pas du tout sur le même modèle que Paris, par exemple, où évidemment les professionnels du secteur ont été beaucoup plus impactés que nous, par exemple, parce qu'évidemment, il y a une très grosse partie des visiteurs qui sont des internationaux. Donc voilà, à Lyon, c'est 75% de Français, donc ils sont plus vite revenus, évidemment, après la crise. Et parmi les 25% de non-français, il y a quand même beaucoup d'Européens aussi, donc de pays proches, vraiment. Donc voilà, donc ça fait une petite différence, mais effectivement, on a retrouvé le niveau le niveau de 2019 en termes de fréquentation à Lyon, même avec une part plus importante des étrangers, enfin dans les nuitées hôtelières en tout cas, parce que c'est surtout ça qu'on peut mesurer. Donc je suis un peu, je rejoins assez le constat que faisait Rodolphe Christin, que finalement, moi j'ai un peu l'impression qu'on est reparti comme avant, effectivement. Enfin en tout cas, il y a autant de départ pour visiter un pays ou un lieu, etc. Par contre, je nuancerais quand même, il y a deux choses qui me semblent importantes à préciser. C'est que pendant cette crise Covid, on a aussi beaucoup parlé de l'essor du tourisme local. Vu que les gens ne pouvaient pas aller loin, ils allaient visiter ce qui était près de chez eux. Et ça, je trouve que par contre, c'est quelque chose qui perdure. Cette appétence quand même pour découvrir aussi ce qui est proche de chez soi, etc. Et que nous, au niveau de la métropole de Lyon et de la ville, alors c'est la métropole de Lyon qui a la compétence en matière de tourisme, c'est pas la ville, mais évidemment on travaille en lien très étroit. Et donc un des objectifs justement, c'est d'encourager ce tourisme de proximité. Notamment, il y a eu... il y a des offres, peut-être que Virginie Carton pourra vous préciser ça, mais vraiment pour inciter les personnes à visiter près de chez elles. Donc là, il y a un GR, par exemple, qui a été lancé l'année dernière, je ne sais pas si vous... Le GR 169 qui fait le tour de Lyon par les forts. Il y a des choses comme ça, et puis de communiquer vraiment auprès des habitants ou des grands Lyonnais ou un peu plus largement sur ce qu'ils peuvent visiter à Lyon. Donc ça, c'est quand même un point qui me semble extrêmement important, cet essor du tourisme local. Ça, je pense que c'est vraiment une tendance qui perdure. Et la deuxième chose, alors qui n'est peut-être pas forcément directement liée au Covid d'ailleurs, je ne me rends pas bien compte, mais je trouve qu'il y a quand même aussi vraiment une prise de conscience des socio-professionnels du secteur, et notamment des hôteliers. Alors, c'est peut-être pas toujours pour des raisons de prise de conscience écologique, il y a aussi des préoccupations très pragmatiques, économiques. Les prix de l'énergie ont flambé, donc on cherche peut-être davantage à faire des économies d'énergie. À gérer mieux les ressources. Il faut dire aussi qu'il y a quand même aussi une attente de plus en plus d'une partie de la clientèle d'aller dans des établissements qui sont responsables en termes de ce qu'ils proposent, en termes de, je ne sais pas comment l'appeler, de responsabilité écologique. Il y a quand même une attente, et ça c'est peut-être aussi une évolution qui est un peu nouvelle ou qui s'accentue. Alors pas de tout le monde évidemment, il y en a qui n'ont encore absolument rien à faire, mais quand même une partie de plus en plus importante de la clientèle pour qui c'est important. Donc pour des hôteliers, c'est intéressant pour eux aussi d'engager des démarches vraiment de labellisation, etc., de transformation de leurs pratiques pour être avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Merci Sylvie Tomic. Justement, pour compléter, Madame Virginie Carton, directrice générale d'Unlyon, justement, qu'est-ce que vous avez constaté comme évolution suite à ces différentes crises au sein de Lyon et de sa métropole? Alors, peut-être pour préciser un peu plus notre structure, donc effectivement, on est rattaché à la métropole, on est associatif. Et donc, on regroupe à peu près 600 adhérents. Et donc, à la fois, on déploie la stratégie de la métropole, qui va vers un tourisme plus responsable, différent, à impact. Et puis, on est aussi à l'écoute des hôtels, du centre des congrès, etc. Donc, on est forcément dans le pragmatisme. Au-delà de ce qu'on croit et ce qu'on a envie de mettre en œuvre, il faut vraiment qu'on soit dans un dialogue permanent, dans une évolution globale des pratiques. Et effectivement, je rejoins Sylvie, les choses changent. Peut-être pas assez vite, mais ça change. Donc, en fait, ce moment Covid, ça a été l'arrêt total de notre industrie. En fait, c'était quand même, et plein d'autres, mais bon, pour le coup, comme je l'ai bien vécu, c'est quand même été un moment un peu de stupeur, effectivement, avec
des projections sur des scénarios qui ne se sont pas réalisés, parce qu'effectivement, je suis d'accord et je confirme, hein, c'est reparti de plus belle. Les gens ont toujours envie de se réunir. Sur le tourisme d'affaires, par exemple, on a testé des modes pendant le Covid et à la sortie en disant bon, on va faire à moitié de l'hybride, les gens ils seront en congrès, à moitié en distanciel, à moitié en présentiel. Et en fait, non, les gens ils ont envie de se retrouver pour échanger. Pourquoi est-ce qu'on va chercher des congrès internationaux? Parce qu'on a des professeurs, parce qu'on a des chercheurs qui sont dans des laboratoires à Lyon et qui ont besoin de partager le fruit de leur recherche avec leurs pairs au niveau national et international. Donc en fait, ça, je ne sais pas comment on résout ça, mais en tout cas, l'envie et le besoin d'être ensemble, c'est toujours le même. Et c'est le même que pour nous quand on rejoint des amis, en fait. Hein. Je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Donc de ce côté-là, effectivement, c'est reparti également sur tout ce qui est le week-end. Alors nous, ça faisait un petit moment qu'on s'intéressait à nos habitants, mais je rejoins Sylvie aussi, on a effectivement beaucoup communiqué vis-à-vis des habitants, parce que finalement, nous, notre office du tourisme, on communique sur les offres de la destination et on accompagne les pros. Donc, sur la communication sur les offres de la destination, en fait, on a utilisé, je dirais, tous nos outils de com à destination des habitants. Alors, c'est pas forcément très simple d'ailleurs de parler à l'ensemble des 1,2 million d'habitants de la métropole, mais l'idée, c'est que tout le monde connaisse toute l'offre de muséales, de balades, de randonnées, et aussi comment est-ce qu'on met en avant notre offre en intégrant tout de suite les enjeux de mobilité et de transport en commun ou de vélo, finalement, parce que c'est ok, j'ai envie d'y aller, mais comment j'y vais? Est-ce qu'il y a des bus le dimanche? Voilà, c'est tout un système assez complexe, et pour le coup, c'est pour ça que c'est intéressant, ça permet de travailler tous ensemble. Donc voilà, donc le tourisme de proximité, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et là, je fais un pas de côté par rapport à l'environnement, mais nous, on est engagés dans des démarches RSE, on a le sociétal qui est important aussi. Et en fait, à l'issue de cette crise, nos pros, ils n'arrivaient plus à recruter. Quand ça a redémarré, leur problème, c'était pas les clients, hein, c'était les salariés, sur une profession qui n'a pas forcément eu des pratiques tout le temps vertueuses pour certains, hein, en fait, au niveau de la restauration ou de l'hôtellerie. Et donc, on a pas mal travaillé avec eux aussi, avec des ateliers, etc., pour échanger sur les bonnes pratiques, pour dire qu'il était possible de mettre en place des horaires avec pas de coupure au milieu, d'essayer de fonctionner sur 4 jours pour fidéliser les salariés, et que de toute façon, leurs futurs salariés allaient venir les voir en les interpellant sur leurs pratiques sociétales et environnementales. Voilà, donc nous, on a vraiment enclenché des actions de ce côté-là. D'ailleurs, il y a un festival des métiers de l'hôtellerie et de la restauration qui a lieu la semaine prochaine, qui est un peu l'aboutissement de tous ces échanges. Et l'idée étant vraiment à la fois de sensibiliser les pros sur les bonnes pratiques et puis de montrer que c'est un métier de rencontre, que c'est un métier chouette. Bon, on aura l'occasion de reparler des dispositifs d'accompagnement qu'on a mis en place. À la suite post-Covid, le tourisme maintenant est reparti comme avant, en tout cas avec certaines modifications et quand même des prises de conscience qui ont émergé, qui ont fait émerger aussi des offres justement touristiques et qui ont dû s'adapter. Donc il y a eu quand même quelques changements qui ont été mis en place, avec notamment des pratiques de voyage plus proches de chez soi, plus locales. Et justement, on va discuter de cette notion de tourisme plus local, plus durable. Et du coup, je vais laisser la parole à Elisa. Donc effectivement, on a vu que même pendant la période pré-Covid, un petit peu avant, des nouvelles formes de tourisme avaient vu le jour. Des changements de comportement se sont observés. Donc il y a eu la montée du tourisme durable, par exemple de l'agritourisme, encore du cyclotourisme, qui se sont encore plus accentués pendant et après les crises sanitaires et environnementales. Du moins, pour une grande partie de voyageurs, ils ont voulu revoir ces comportements-là, même si certains, comme on l'a dit, ne veulent pas changer encore. Donc aujourd'hui, on peut s'amener à se poser la question, est-ce que le tourisme durable est suffisant? Est-ce que ce n'est pas justement créer encore une nouvelle forme de tourisme qui va amener aussi ses impacts et ses enjeux au niveau de l'environnement et des populations? Est-ce que ce n'est pas simplement déplacer le problème en créant une nouvelle forme de tourisme? Quel est votre avis, Rodolphe, justement sur cette question? C'est pas une notion nouvelle, la notion de tourisme durable. Dans les années 80, ça existait déjà, donc ça fait quand même un certain temps. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que le tourisme durable n'a pas remplacé le tourisme, qu'on va dire, de masse. Et de mon point de vue, il n'y a pas un bon tourisme d'un côté et un mauvais tourisme de l'autre. C'est-à-dire que l'agglomération
de tous les tourismes contribue à la massification du tourisme et à l'irradiation du tourisme sur les territoires. Moi, ce que j'appelle tourisme, c'est le voyage d'agrément, bien sûr, qui suppose d'avoir un supplément budgétaire qui permette de voyager pour le plaisir et de se le financer. Ça veut dire aussi que c'est une activité marchande. Je dis des choses absolument banales, mais c'est quand même bon de le dire. C'est-à-dire que chaque segment touristique s'ajoute les uns aux autres, et finalement, la commercialisation de tous ces tourismes contribue au développement du tourisme partout, et donc à une massification du phénomène touristique, du secteur touristique. Donc, il n'y a pas un tourisme durable qui devrait remplacer le tourisme. Le tourisme, c'est tous les tourismes. D'une certaine manière, tous les territoires, finalement, sont irradiés par le tourisme. Et quand on dit le tourisme local a gagné en importance, c'est intéressant, mais en fait, c'est un tourisme qui va s'ajouter au tourisme international. Donc, on ne règle pas le problème d'une espèce d'excès touristique. Au contraire, on s'aperçoit qu'en fait, plus ça va, pire ça va. Alors aujourd'hui, il y a toute une mode sur, on a des lieux emblématiques atteints par le surtourisme, et donc il faut créer des lieux secondaires, ou alors il faut communiquer autrement pour gérer les flux, manager les flux de telle manière qu'on en finisse avec ces saturations par des excès de population touristique. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on répond à trop de tourisme par encore plus de tourisme, parce que ces lieux emblématiques vont continuer d'attirer, et on va faire émerger d'autres lieux qui vont attirer encore plus de monde. Donc on a l'impression que tant qu'on ne raisonnera pas, et là je vais parler de décroissance, mais en tout cas on va dire de ralentissement du phénomène touristique, il faudrait le ralentir aussi dans d'autres secteurs, mais puisque c'est celui-ci qui nous intéresse aujourd'hui, on va en parler plus précisément, on n'y arrivera pas. Cette espèce de machine infernale, hein. Donc la question aussi qu'il faut se poser, c'est que l'économie touristique est extraordinairement fragile. On a vu pendant le Covid que tout s'est arrêté en matière de tourisme, très rapidement. 6 mois avant, on m'aurait posé la question de savoir si c'était possible, j'aurais dit bien sûr que non, ça a été possible. Alors ça, on l'avait déjà observé sur des lieux assez circonscrits. Par exemple, le tourisme saharien s'était arrêté très rapidement avec l'insécurité de ces régions-là, et des populations entières s'étaient retrouvées avec plus aucune ressource. Là, d'un coup, ça a été au niveau mondial. Donc ça devrait quand même nous alerter sur l'extrême fragilité de cette économie-là. Donc on devrait réfléchir aussi sur comment essayer de se sortir de cette dépendance au tourisme. Et aujourd'hui, on n'en est pas vraiment là, hein. Les carnets de commandes d'Airbus sont pleins comme ils n'ont jamais été pleins. Les bateaux de croisière, y compris les plus gigantesques, continuent d'être construits. Donc on s'en sort pas, quoi. Donc je pense que le problème il est fondamentalement politique, mais politique au sens noble du terme et au sens civilisationnel du terme, c'est-à-dire comment rendre nos vies intéressantes sans forcément consommer et produire. Ça devrait nous interroger aussi, et le débat sur les retraites pourrait y contribuer, sur la place du travail, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le tourisme c'est l'envers du travail. Et le touriste, c'est l'envers, c'est le frère jumeau du travailleur. Donc ce temps libre qui est un temps de compensation par rapport au temps productif du travail, on devrait aussi réfléchir sur comment l'utiliser. En fait, ce qui est intéressant avec le tourisme, c'est que ça ouvre plein de chantiers, et c'est le fond du problème est évidemment politique. On peut voir aussi que derrière le tourisme durable et local, il y a des notions de sensibilisation et de préservation et d'éducation envers les visiteurs. Donc, selon vous, Madame Carton, est-ce que c'est possible, justement à travers ce tourisme durable, de concilier mise en valeur d'un lieu qui soit historique ou naturel et tourisme? Alors, d'abord, je ne suis pas sûre que le tourisme durable s'ajoute à l'autre tourisme. Enfin, c'est pas comme ça qu'on le vit, on n'est pas dans une logique de rupture, mais même si elle peut peut-être s'envisager, on est plutôt dans une logique d'accompagnement et de transition. Et dire que quand on prenait l'avion d'habitude pour aller d'une capitale à l'autre pour venir à Lyon, on prend maintenant le train. Et comment faire 6 à 7 heures de train, ça devient un moment sympathique. Quel est le discours qu'on porte autour de ça? Et on va avoir besoin de gens du côté des sciences humaines d'ailleurs, pour transformer
l'envie, l'imaginaire et le récit. Enfin, nous, on travaille à la fois beaucoup sur l'offre, mais aussi beaucoup là-dessus. Donc, voilà, on pense vraiment qu'on porte un tourisme différent, à la fois dans l'évolution des pratiques des professionnels, mais également dans les offres et ce qu'on met en avant. Donc, nous, on a fait évoluer nos pratiques également, hein, et on utilise justement, on met en avant les transports, les modes doux dans la plupart de nos opérations de promotion. Alors, pour autant, et ça n'a pas un impact encore immédiat, on est bien d'accord sur les pratiques. D'ailleurs, on est en train d'observer ça, parce que finalement, avant, on observait des volumes de nuitées, c'est tout. Effectivement, enfin, pour le coup, moi, ça fait aussi longtemps que je travaille dans ce métier, donc je vois bien qu'il faut aussi qu'on se donne de nouveaux indicateurs, de nouveaux chiffres à observer pour savoir qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on met en avant, et effectivement, quels sont nos objectifs. Très bien, merci Madame Carton. Et donc vous, Madame Tomic, comment se voit plutôt l'évolution du tourisme durable à Lyon et en région Auvergne-Rhône-Alpes? Y a-t-il des initiatives mises en place? Oui, alors effectivement, il y a des initiatives. En fait, il y a deux choses. En fait, il y a comment les touristes viennent à Lyon. Et on sait que c'est le transport, évidemment, c'est le principal facteur d'émissions de gaz à effet de serre concernant le secteur du tourisme, évidemment. Donc, par rapport à ça, il y a un schéma de développement touristique qui a été voté par la métropole et qui établit clairement le fait que, par exemple, on n'a plus d'action de promotion de la destination lyonnaise dans des pays éloignés, en Asie, etc. Voilà, comme ça pouvait se faire avant, où il y avait des pubs pour venir à Lyon, à Dubaï et autres, etc. Ça, par exemple, on a arrêté de le faire. Alors après, ça n'empêche pas qu'évidemment, les gens viennent s'ils veulent venir. Enfin, mais en tout cas, nous, on n'est pas proactifs là-dessus. Et la deuxième chose, mais c'est déjà ce qu'a évoqué Virginie Carton, c'est comment est-ce qu'on peut encourager les personnes à venir en train. Je disais qu'une partie importante de nos visiteurs étrangers viennent des pays européens limitrophes, donc très souvent avec une possibilité de venir en train. Et prochainement, là, l'Office du tourisme va aller à Bruxelles, justement, pour travailler là-dessus, communiquer auprès des habitants de Bruxelles sur la possibilité de venir en train et sur l'intérêt aussi, parce qu'effectivement, il faut donner envie. Enfin, moi, je pense qu'une des clés quand même, et ça c'est tout le défi qu'on a, moi je trouve, sur la transition écologique de manière générale, c'est comment est-ce qu'on donne envie aux gens de changer leur comportement. Parce que si, il y en a, si on leur dit ça détruit l'environnement, ça va suffire pour qu'ils aient envie de changer, qu'ils aient envie de modifier leur comportement, etc. Et il y en a d'autres, non, absolument pas, et au contraire, ça va même les braquer, ils vont dire bon. Donc il faut donner envie, en fait. Et c'est pas toujours simple, hein, c'est un vrai défi, moi je trouve, vraiment. Mais c'est en montrant que ça peut être agréable, c'est en montrant que sinon une partie des gens n'iront pas, c'est clair. Et donc voilà, donc sur on va dire la manière de venir à Lyon, il y a vraiment ces travaux-là qui sont engagés. Et puis après, il y a sur place comment les gens, les touristes, impactent l'environnement. Donc là, ça rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc sur l'accompagnement des structures qui accueillent, donc notamment les hôtels, qui de plus en plus quand même s'engagent dans des démarches de certification écolabel et autres. Alors c'est pas juste pour dire ils sont labellisés, mais il y a quand même derrière des exigences. Les labels concernés, l'Office du tourisme les accompagne pour être labellisés. C'est pas juste pour afficher je suis labellisé, c'est que derrière il y a quand même tout un cahier des charges qui est rempli en termes de gestion des déchets, gestion de l'eau, etc., etc. Et il y a aussi comment est-ce que nous on peut promouvoir des modes de déplacement doux. Donc on essaye d'inciter à l'utilisation des transports en commun à Lyon, du vélo. Alors on en parlait juste avant de démarrer la table ronde. On a les voies lyonnaises qui se développent, donc de plus en plus d'infrastructures qui permettent de se déplacer à Lyon en vélo. Par contre, on a encore un retard sur les structures d'accueil labellisées accueil vélo, par exemple. Là-dessus, c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on avance davantage. Voilà. Et je voulais revenir un petit peu sur l'idée de tourisme de masse versus tourisme durable, et puis finalement l'un et l'autre se valant, et en gros il faudrait qu'il n'y ait plus de tourisme du tout, si j'ai bien compris. Moi c'est vrai que je ne me retrouve pas là-dedans. Je pense que alors pas tout le monde, mais la plupart des gens ont envie de découvrir d'autres lieux, de visiter, de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, etc., etc.
Certains pas du tout, ils restent dans leur jardin, ils sont très bien, et tant mieux pour eux. Enfin, je veux dire, mais voilà, on ne peut pas, pour moi, s'opposer à des envies de déplacement, de voyage, de rencontres, de curiosité, etc. Donc on ne peut pas se dire on va arrêter le tourisme, quoi. Pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. Et par contre, c'est, comme toutes les autres activités humaines, comment est-ce qu'on peut, et on doit, les accompagner pour qu'elles aient le moins d'impact environnemental possible. Et quand nous, justement, par exemple sur Lyon et sur la métropole, on travaille à déconcentrer les flux. Donc à se dire, effectivement, pour qu'il y ait moins de gens, peut-être rue Saint-Jean, les inciter à visiter d'autres quartiers. Moi, ça me paraît hyper important parce que... Alors évidemment, des gens qui viennent pour la première fois à Lyon, évidemment, ils vont aller à Saint-Jean. Ça c'est clair. Mais par contre, si on leur propose aussi d'autres lieux, d'autres centres d'intérêt, ils vont peut-être prolonger leur séjour, déjà. Donc en termes d'impact, c'est quand même mieux, si vous restez plus longtemps sur le lieu que si vous venez juste passer en coup de vent. Et puis des gens qui reviendraient, ils visiteront d'autres endroits. Et moi, ça me paraît aussi... Alors à Lyon, on n'a pas des phénomènes de surtourisme comme on peut en avoir dans certaines capitales européennes ou autres. C'est des endroits très très localisés où du coup il y a aussi des conflits d'usage avec les habitants, les riverains, on le voit très bien à l'échelle de la ville, c'est des sujets sur lesquels on intervient régulièrement, mais je trouve qu'on n'est pas au stade vraiment de surtourisme. Mais par contre, pouvoir mettre la lumière sur d'autres quartiers qui sont méconnus, faire découvrir leurs richesses, le patrimoine industriel, le patrimoine lié aux migrations par exemple à Lyon, ça me paraît hyper intéressant en termes de ce qu'on peut proposer comme découverte, etc. aux personnes qui viennent en fait. Est-ce que justement ces problèmes de surtourisme ne risqueraient pas d'arriver, car comme on l'a vu tout à l'heure, l'été 2022 a été exceptionnel en France, avec à peu près 7 Français sur 10 qui ont choisi la France pour vivre. Donc aujourd'hui en 2023, peut-être que les flux sont assez faciles à gérer, mais pour les prochaines années, est-ce que ce ne serait pas de plus en plus compliqué? Par exemple, on pourrait... prendre en exemple le parc Miribel-Jonage qui se remplit dès les beaux jours de touristes lyonnais, parce que justement c'est un lieu de proximité où on peut se rafraîchir. Donc est-ce qu'il y a justement des solutions déjà, des stratégies mises en place pour un peu manager les flux, peut-être des restrictions ou des limitations en termes de visite de certains lieux, comme l'ont entrepris déjà certains pays, comme par exemple les États-Unis, en mettant en place des jauges dans leurs parcs nationaux? Alors on n'en est pas là à Lyon. Après, peut-être que la question se posera à un moment donné. Moi, je trouve ça pas du tout délirant effectivement de mettre des jauges ou de mettre un nombre maximum, ou des créneaux horaires limités, etc. Pour éviter la dégradation, notamment des milieux naturels. Moi, ça me paraît bon. Pour le moment, je ne pense pas que le besoin s'en fasse ressentir sur Lyon, mais si un jour c'est le cas, moi c'est quelque chose que ça se réfléchirait évidemment, mais sur le principe, moi je trouve ça pas du tout aberrant. Sur comment est-ce qu'on oriente les flux, c'est un peu ce que je disais juste avant. Comment on évite le surtourisme, on va dire, dans certains lieux. Si on ne veut pas être sur un mode contraignant, qui serait effectivement celui que vous avez évoqué, et qui peut être un pas ultérieur. Pour le moment, c'est plus, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est aussi comment on peut inciter les gens à aller dans d'autres endroits, etc., à profiter de tout ce qu'il peut y avoir autour de la métropole, avec vraiment aussi une mise en avant de ce qui existe, et avec des transports en commun qui permettent d'y aller. Parce que ça, effectivement, c'est un point qui est important. Et pour le moment, on est plus à travailler sur comment est-ce qu'on favorise une fréquentation, vertueuse, entre guillemets, j'aime pas bien le terme, mais du lieu. Par exemple, pour prendre l'exemple du parc de Miribel-Jonage, on a mis en place davantage de lignes de bus TCL qui s'y rendent pendant la haute saison, avec l'idée de freiner au maximum le recours à la voiture des gens qui vont au parc et qui prennent davantage les transports en commun. Et ça, c'est quelque chose qui va encore se développer et sur lequel on réfléchit beaucoup au niveau du comité syndical. Donc l'idée, pour le moment, c'est pas de dire on va freiner la fréquentation, mais par contre, on va inciter les gens à y aller en transport en commun au lieu d'y aller en voiture. Donc on a vu aussi que le tourisme durable, c'est une histoire de sensibiliser les professionnels du tourisme, comme vous l'avez dit, mais ça passe peut-être aussi au niveau de l'enseignement. Monsieur Huette, quelle est
Votre avis sur le sujet, est-ce que justement toutes ces notions-là sont vues dans l'enseignement touristique aujourd'hui, vous qui êtes professeur de tourisme? J'enseigne dans quelques écoles et c'est quelque chose de nouveau. D'accord. C'est-à-dire qu'on nous demande d'enseigner sur le tourisme durable depuis à peu près 1 an. Avant, ce n'était pas dans les sujets proposés aux étudiants en école de tourisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que il y a une question de langage. La façon dont nous, on parle là maintenant du tourisme durable, pour les jeunes, on parle une autre langue. Ils ne se reconnaissent pas du tout là-dedans. Et donc, il y a vraiment une question de comment vulgariser notre discours pour que justement eux puissent se reconnaître. Dernièrement, j'étais à une conférence, on était avec des classes d'étudiants en master 2e année dans ma région et on leur a demandé le tourisme durable, ça vous dit quoi? Qui c'est que ça intéresse? Levez la main. Personne n'a levé la main. Par contre, on s'est rendu compte que là, on parlait vraiment à des gens, etc. Mais on leur a dit, mais pourquoi ça ne vous intéresse pas? Et bien parce que nous, sur nos réseaux sociaux, on choisit nos sujets. Et le tourisme durable ne fait pas partie de nos sujets. L'écologie ne fait pas partie de nos sujets. Parce qu'à écouter, plus ou moins, on va tous mourir ou quoi que ce soit, etc. etc. Donc, c'est pas excitant, etc. Par contre, on leur a dit, est-ce que vous seriez intéressé à partir 3-4 jours dans une destination écotouristique, sans Wi-Fi, à travailler, etc. Et là, levez la main si vous êtes intéressé. Et là, d'un seul coup, tout le monde a levé la main. Donc je pense que la notion de langage que nous utilisons est extrêmement importante. Ensuite, ce qui se passe, c'est que aussi comment on communique, eh bien pour moi, il y a un outil qui est fantastique, qui est utilisé à plein de sauces et qui marche très bien, c'est la fresque. Alors ce qui est intéressant avec la fresque, c'est qu'on ne vient pas avec une posture de sachant, mais on vient avec, ben voilà, il y a un écosystème là, on leur présente des faits scientifiques, on les fait réfléchir, réagir, échanger, discuter, etc. Et puis là, on leur dit, qu'est-ce que vous pourriez faire à votre niveau? Parce qu'il y a beaucoup des jeunes qui disent, maintenant, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle des grandes entreprises, c'est le rôle des décisionnaires. Nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on va changer? Déjà, on ne nous écoute pas. Même dans le discours politique en général, nous, les jeunes, on parle des jeunes, mais on ne nous parle pas. Donc, c'est ça qui est intéressant avec le concept ludique de la fresque, c'est que là, c'est la possibilité non seulement de pouvoir échanger, d'apprendre des uns et des autres, et je peux vous dire qu'on a un paquet à apprendre d'eux, parce qu'ils sont conscients et ils ont une sensibilité qui est intéressante, et ensuite de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et là, j'expliquais juste avant, donc j'ai emmené voir des étudiants ici à Lyon, l'escale du Café Solidaire dans le 6e. On a été déjeuner ensuite dans un restaurant coopératif, le court-circuit, qui est en plus impliqué dans tout ce qui est l'animation de son quartier d'un aspect culturel. Et l'après-midi, on a fini avec Siméon on the Green Road. Et puis ensuite, on a été voir un gîte, et puis la Castel, qui nous a parlé de l'alimentation durable, ici sur la région de Lyon. Et ensuite, ils ont eu un devoir à faire, et ce matin, en attendant mon tour, j'ai corrigé tout ça, et j'avais la banane, parce que j'avais l'impression d'avoir semé des graines. Mais par contre, le constat aussi, c'est que quand ils parlent de leur entreprise, parce que je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans leur entreprise, qu'est-ce qu'ils pourraient initier, il y a la moitié des entreprises qui sont soit pas engagées dans une démarche développement durable, ou s'ils le font, c'est du pipeau, c'est du surf. Et donc là, il y a vraiment un problème de cohérence, etc. Et ça, ce n'est pas seulement à Lyon, je l'ai vu, à Aix-en-Provence, et à Marseille encore plus. Donc vraiment, il y a des vraies questions de fond, quoi. C'est-à-dire aussi, il y a la place du dirigeant, des dirigeants d'entreprise, des dirigeants de nous tous. Quel langage nous avons à la maison? Comment on partage de ça? Comment on partage l'expérience avec nos enfants? Par contre, j'ai fait des ateliers, moi, avec des enfants en école primaire, où je leur ai fait venir une scientifique qui revenait d'Antarctique, etc. Et bien là, je peux vous dire que les gamins, ils ont tout compris. Moi, je me suis fait harceler par les mamans après. Alors, pas sexuellement, mais je
je me suis fait harceler en disant, mais qu'est-ce que t'as foutu? T'as foutu le bordel chez nous? Je dis, pourquoi? Il me dit, bah écoute, mon gamin, il me dit, mais maman, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien? Papa, tu peux ramasser ton mégot? Etc. Et ça, c'est génial, quoi. Et peut-être que justement, il y a aussi cette notion d'enseignement, avant d'attendre l'enseignement supérieur, de commencer à enseigner justement sur l'écologie, etc., dès le plus jeune âge. Et je peux vous dire que les gamins en école primaire, etc., ils sont super réceptifs. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas non plus. C'est-à-dire qu'on va à l'école primaire et après, on oublie tout. C'est mathématiques, français, l'essentiel. On juge le talent d'une personne par rapport à ces deux matières. C'est dommage. À quelle échelle devrait-on entreprendre ces changements de comportement et comment voyez-vous cela? Oui, ce que nous montre Marco, là, ça existe aussi en France, pas loin de chez nous. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, tous les projets... Alors, le tourisme, c'est pas seulement une pratique individuelle de quelqu'un qui part en vacances, c'est aussi toute une ingénierie pour mettre en valeur des territoires, avec parfois des créations de lieux ex nihilo, des implantations de sites plus ou moins divertissants. On a eu dans la région un projet d'implantation d'un center park dans la forêt de Roibon qui a été au départ bloqué par des manifestants qui sont ensuite devenus des zadistes et auxquels finalement la loi a donné raison. Aujourd'hui, on peut dire qu'on ne peut plus touristifier le monde en rond. Il y a systématiquement, ou quasi systématiquement, des contestations qui émergent contre des projets d'implantation d'infrastructures touristiques. Je pense que ça, dans la plupart des cas, ce sont des jeunes. Il n'y a pas que des jeunes, mais il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent dans ces mouvements-là et qui trouvent là une forme d'action concrète pour inventer peut-être un autre monde possible. Alors on est dans les marges, on est à la périphérie, il n'empêche qu'il y a quand même toute une jeunesse qui s'implique dans ces mouvements-là. Et la typologie de ces jeunes, c'est quoi? Ce sont des étudiants qui vont circuler sur une ZAD pendant une semaine, 2 jours, 2 mois, et qui ensuite vont reprendre des activités. Il y en a qui travaillent, qui en fin de mission vont sur une ZAD, repartent. C'est un mélange de profils sociologiques extrêmement divers et variés. Hein. Ce ne sont pas que des alternatifs qui vivent de je ne sais quoi et qui habitent dans des camions, même s'il y en a. Donc quand même, il y a quand même des fissures dans le consensus touristique qui sont de plus en plus visibles et qui se manifestent avec une autre vision de la société et une envie de sortir du capitalisme. Moi, ce que je voudrais aussi insister, c'est que je suis partisan d'une décroissance du tourisme, je ne suis pas du tout partisan d'une interdiction. Or, si on ne fait rien au niveau des injonctions au départ en vacances, on va avoir sous peu des interdictions de partir. L'idée de restreindre l'accès à l'espace public avec des jauges, des quotas ou des tickets d'entrée, moi ça me choque personnellement. Et or ça risque de devenir une norme qui va se généraliser. Moi je suis étonné qu'il n'y ait pas de mouvement de révolte qui disent nous on veut accéder à tel lieu de manière libre et spontanée, sans avoir à l'imaginer 6 mois à l'avance, comme maintenant on peut le voir pour aller visiter une exposition. Il vous faut vous inscrire sur un site pour pouvoir accéder, parce que tout est compté. Alors c'est le suite du confinement, mais n'empêche qu'on rentre dans une société où la spontanéité, et donc une certaine forme de voyage, devient impossible. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait réfléchir, parce qu'on risque d'aller vers des mondes doucement autoritaires, avec des motifs qui provoquent le consensus, la santé, la sécurité, le respect de l'environnement. Et je pense que si on n'agit pas à la source, on va aller vers de plus en plus de normalisation. Et des sociétés de plus en plus normatives, avec de tels mouvements qui vont sans doute aussi émerger comme contrepoids, avec une jeunesse qui sera extrêmement motivée et parfois radicale. Merci Rodolphe. Et donc, concernant la ville de Lyon et justement au niveau de toutes ces initiatives qui sont mises en place, donc vous en avez parlé un peu tout à l'heure, Madame Carton ainsi que Madame Tomic, est-ce que il y a d'autres choses de prévues face à ces changements de comportement par rapport aussi au conflit qu'il peut y avoir entre les visiteurs et les habitants et les citoyens?
Je vais peut-être parler de ce qu'on fait pour les pros, puis Sylvie, je vous laisserai parler des éventuels échanges entre habitants et visiteurs. Donc je vous parlais tout à l'heure du moment du Covid. Nous, en fait, ça a été un moment aussi, on s'est dit, il faut qu'on fasse un tourisme différent. Donc on l'a fait au niveau de notre structure, on s'est engagé. Donc c'est intéressant parce que finalement, une asso de 80 personnes, c'est une petite société. Donc on a commencé par un bilan carbone pour voir où étaient vraiment nos enjeux en tant qu'office du tourisme. Et oui, c'était pas forcément les gobelets en carton ou pas, mais c'était vraiment nos déplacements, c'était la façon dont on communiquait, c'était l'offre qu'on avait. Et puis on s'est engagé effectivement dans des labellisations, des certifications qui sont indispensables parce qu'elles sont certifiées par des tiers. Elles vous obligent en termes de stratégie, elles vous obligent à discuter avec vos parties prenantes, avec les élus, avec les professionnels, avec les habitants. Et ça, nous, on n'a pas forcément l'habitude de discuter avec les habitants, donc on est en train de commencer à construire des consultations avec des habitants, des groupes de parole, c'est notre prochaine étape. Donc, et de la même manière, vis-à-vis des professionnels avec lesquels on travaille, les 600, on a mis en place des dispositifs d'action et de soutien. Donc on a organisé des fresques de l'événementiel, des fresques du climat, des ateliers. En relation avec la métropole, on a aussi organisé des ateliers autour de choses très pratiques parce que quand vous embarquez dans ce genre de démarche, en fait, c'est tout un système. Vous pouvez vous lancer dans des enjeux de circularité, mais il vous faut des infrastructures pour le faire, comment vous gérez les déchets, etc. Enfin, voilà. Donc on s'est engagé dans des ateliers, on finance les écolabellisations, les éco-certifications de nos adhérents à hauteur de 80%. Quand on voit que c'est pas tant une question de coût, parfois c'est une question de temps, on les accompagne en fait. Donc on a vraiment, nous on choisit d'accompagner les pros pour que ça change, et c'est en train de changer. Alors peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais on est vraiment dans cette dimension. On met en place des adhésions qui sont moins chères quand nos adhérents sont écolabellisés. On a mis en place des adhésions solidaires pour justement des assos qui développent une offre autre, alternative que vont chercher certains de nos visiteurs. Et en fait, si on ne la fait pas connaître, cette offre, elle ne va pas faire envie. Donc évidemment, on travaille notamment avec les petites cantines, on travaille avec des associations sur lesquelles on a développé des adhésions qui coûtent rien en fait, pour que justement ces gens-là puissent discuter avec les autres hôtels et que les clients des hôtels sachent que ce type de dispositif existe. Donc on croit vraiment à ça. Donc nous on croit beaucoup à l'accompagnement des pros, à la formation. Donc je rejoins le professeur Obi pour dire qu'il faut que ça commence à l'école primaire, on est bien d'accord. Parce que c'est déjà bien de se former, de sensibiliser. Je pense que ça commence par là, par un partage commun d'état des lieux. Et puis ensuite, on peut enclencher sur des actions. Donc on travaille beaucoup de ce côté-là, du côté des pros. Et puis avec les habitants, je vais peut-être repasser la parole à Sylvie. Merci. Oui, alors effectivement, j'ai envie de rebondir là sur le petit film sur Florence. Effectivement, ça me paraît vraiment essentiel. C'est comment est-ce que les points d'intérêt touristiques deviennent pas, alors soit ex nihilo, l'exemple de la création du Center Parks, là, voilà, soit effectivement où le tourisme prend le pas sur la vie des habitants en fait au sein de la ville, et du coup il y a effectivement vraiment un fossé qui se creuse. Et alors nous à Lyon, ce qu'on essaye de faire, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part comment est-ce qu'on peut davantage impliquer les habitants en fait dans l'accueil des visiteurs, comment est-ce qu'on peut les amener à participer s'ils le souhaitent. Donc il y a par exemple l'initiative des Greeters qui existe depuis pas mal d'années, d'ailleurs je ne sais même pas depuis quand, mais c'est assez... Et donc les Greeters en fait c'est des habitants et habitantes qui se proposent pour accueillir un touriste, donc par exemple pendant 2 heures, lui faire découvrir son quartier, le petit marché du coin qu'il aime bien, etc. Et dans l'idée de touristes qui sont aussi de plus en plus demandeurs de voir un peu vraiment comment vivent les gens réellement dans le lieu, quoi, de sortir des attractions purement touristiques, entre guillemets. Et puis évidemment, c'est une manière de permettre aux habitants de rencontrer ces personnes qui viennent visiter leur ville et de pouvoir échanger. Et effectivement, cet échange-là, c'est un aspect qui nous paraît... essentiel dans l'activité touristique, c'est aussi comment on échange avec les habitants, comment on se rencontre, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on souhaite vraiment développer. Alors c'est pas si évident parce que finalement le réseau des Greeters, il est pas si simple que ça, je trouve, à développer. Enfin, on a atteint un certain nombre, alors maintenant on essaye de davantage le faire connaître. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse de devenir Greeters, n'hésitez pas. Et notamment, c'est dans tous les arrondissements moins touristiques où on en manque. Et c'est vraiment dommage, quoi. Donc voilà. Donc c'est des initiatives comme ça.
c'est aussi, moi je vois de plus en plus aussi et ça rejoint un petit peu ce que disait Monsieur Houette sur la visite par exemple des escales solidaires, ou ce que disait Virginie Carton sur les petites cantines. Enfin, c'est comment aussi on a des structures qui sont hybrides. Enfin, par exemple, des structures hôtelières, je pense notamment à des auberges de jeunesse, qui ne sont pas là uniquement pour accueillir par exemple des touristes, mais qui accueillent aussi des travailleurs saisonniers, des étudiants, des personnes en situation de migration, du coup qui accueillent vraiment des publics très différents. Donc évidemment c'est intéressant en termes de mixité des publics, et puis c'est intéressant parce que ce n'est pas des structures qui sont entièrement dédiées au tourisme, c'est aussi des structures qui servent entre guillemets à plusieurs types de publics sur l'agglomération. Où aussi on voit de plus en plus, alors ces modèles notamment d'auberges de jeunesse qui se développent avec des espaces extérieurs, des passions, etc., qui sont accessibles bien évidemment aux clients de l'auberge de jeunesse, mais aussi aux habitants du quartier. Donc là on crée une infrastructure qui bénéficie aussi aux habitants et aux habitantes. Et donc c'est là où pour moi, on embarque tout le monde finalement, parce qu'on crée quelque chose qui va bénéficier à tout le monde et notamment aux gens qui vivent sur les lieux. Et une dernière chose que je souhaitais mentionner aussi, parce que c'est important, c'est sur les meublés de tourisme. On est touché à Lyon, évidemment, comme toutes les grandes métropoles, par le développement des meublés de tourisme style Airbnb, mais bon, il n'y a pas que. On a limité, là, au mois de juin, depuis le mois de juin, on a une réglementation beaucoup plus contraignante pour que les gens transforment leur logement en meublé de tourisme. Ça nous posait problème à deux titres. Alors, le principal, quand même, c'est vraiment sur l'aspect logement. On est dans une ville, comme vous le savez, où le logement, c'est une denrée rare, chère. Enfin, voilà, c'est très compliqué pour les gens d'arriver à se loger à Lyon. Et donc, du coup, ces meublés de tourisme, évidemment, c'est autant de logements qui sortent du marché locatif et qui sont plus accessibles aux habitantes et aux habitants. Donc ça, pour nous, c'était fondamental de freiner ce développement-là, en étant contraignant, pour le coup, parce que c'est une réglementation qu'a prise la métropole. Et puis, le deuxième aspect, et là, on rejoint le côté vitrification, enfin, muséification de la ville, ou je sais pas comment le dire, c'est que souvent, ces meublés de tourisme aussi sont très concentrés dans certaines rues, dans certains quartiers, et du coup on se retrouve avec des rues où finalement il n'y a quasi plus d'habitants, mais il n'y a que des touristes avec les magasins qui sont en fonction, enfin voilà. Et où là effectivement on arrive dans quelque chose qui est un peu la vitrine touristique. Alors voilà, encore une fois ça reste très limité dans l'espace, mais on a voulu justement stopper rapidement avant que ça se répande éventuellement. Et ça, je pense qu'aussi, ça participe vraiment de l'équilibre. Pour moi, la question fondamentale, quand même, c'est celle de l'équilibre. Comment l'écosystème d'une ville, il n'est pas bousculé par l'arrivée des touristes, mais comment est-ce que tout ça peut se faire de manière harmonieuse. Alors, je dis ça, sachant que c'est vraiment pas simple, et qu'il y a des conflits d'usage, etc. Comme je le disais, par exemple, la présence des paquebots de croisière en centre-ville, c'est quelque chose de difficile à gérer par rapport aux riverains, par rapport à plein de choses. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, par exemple, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais les bateaux qui polluent pas mal. Maintenant, on va électrifier les quais, donc ils se brancheront, donc ils feront plus tourner les moteurs, etc. Bon voilà, ça c'est une avancée qui résout pas tout, mais voilà. Le chemin, il est encore long à parcourir, mais vraiment l'intention et les objectifs, ce sont ceux-là. Donc pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que l'avenir du tourisme, c'est surtout à nous de le construire. C'est une affaire de tous. Les changements de comportement dont on a parlé doivent venir de chacun, que ce soit au niveau de nous-mêmes en tant que visiteurs ou en tant qu'habitants, au niveau des politiques des villes, mais aussi au niveau des professionnels du tourisme et des acteurs de ce secteur. C'est trouver un équilibre, réfléchir aux enjeux également sociétaux et environnementaux qui sont soulevés de plus en plus. C'est aussi savoir profiter et se ressourcer à proximité et chez soi, savoir apprécier son temps libre même chez soi et se réapproprier son territoire et surtout apprécier son territoire. C'est également revoir sa notion au temps, son rapport au temps libre, son temps de travail et au tourisme. Pourquoi partir au final? Comment partir? Et réfléchir à la qualité plutôt que la quantité de tourisme et de voyage. C'est se former, se sensibiliser et s'impliquer en tant que touriste, habitant et voyageur. Et c'est aussi redevenir authentique, savoir pourquoi on voyage en tenant en compte des aspects moraux, sociétaux, écologiques, économiques.
Donc merci à tous pour vos interventions. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.